Vous connaissez les paroles? Je veux vous entendre. Ô rage, au désespoir, aux vieilles ennemis, oh oui! N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Levez la main si vous avez déjà entendu ce genre musical. Levez la main si vous appréciez ce genre musical. Levez la main si vous détestez ce genre musical. Avez-vous reconnu le monologue de Don Diego dans le Cid de Corneille, tragédie parue au XVIIe siècle et référence incontournable de la littérature française que je viens d'adapter sur du bouillon? Je crois que je viens de créer une faille spatio-temporelle. Je m'explique. Le bouillon est un genre musical paru dans les années 80 qui fait un carton dans les soirées jeunes et l'objet de nombreuses controverses. Bien qu'extrêmement populaire dans les îles caribéennes créolophones, il souffre d'une mauvaise presse compte tenu du caractère explicite et obscène de certains de ses titres phares nommés bouillon hardcore. Il y a toujours eu, dans la musique populaire, ce phénomène de rejet des anciennes générations lors de l'émergence d'un nouveau genre. Je me rappelle que dans les années 90, la dancehall était mal vue et associée à une musique de consommateurs de drogue. Idem pour le rap ou le rock. Le bouillon, lui, est critiqué pour ses textes. On parle même de génération perdue. Mais j'ai une petite confidence à vous faire. J'adore le bouillon. Je trouve son rythme entraînant et ses textes au premier degré m'évoquent plus quelque chose de tribal que de l'indignation. J'ai d'ailleurs une playlist bouillon pour les matins difficiles, les coups de mou et les sessions de sport intensives. Je pense que condamner une génération pour un genre musical est réducteur et clivant, d'autant que la thématique du sexe est aussi vieille que le temps où Ève a croqué la pomme. Autrement dit, l'histoire se répète. Comme autre aspect clivant entre les générations, j'aimerais aborder celui du langage. Une illustration parfaite est cette artiste franco-malienne, interprète du titre Dja, au succès international indéniable et aux chiffres renversants. Plusieurs milliards d'écoutes sur les plateformes de streaming, 2 dates consécutives de concerts à Bercy sold out en 15 minutes, une nomination aux BET Awards, rien ne l'arrête. Encore moins les critiques acerbes sur ses textes. En effet, la jeune artiste a subi de nombreuses attaques publiques concernant les paroles de ses chansons qui ne respectent pas les règles de syntaxe de la langue de Molière. Elle emploie des néologismes tels que « pouki »,« en Kachana baby tu d'être ça ». Et je suis actuellement dans mon comportement pour reprendre une de ses célèbres expressions. Ben ouais. Elle est le reflet d'une génération et d'une certaine classe sociale. Mais la langue française n'est-elle pas une langue vivante? La vie n'est-elle pas définie par le mouvement, l'évolution? À quel moment précis le vieux français a-t-il disparu? Saviez-vous que la langue française était issue du latin dit vulgaire, qui signifie commun, populaire, par opposition au latin classique? Il y a même des mots anciennement considérés comme de l'argot ou de l'anglicisme tels que gênance, ghosté, spoilé, qui ont fait leur entrée dans le dictionnaire 2023. Quelque chose m'interpelle dans ces 2 exemples. C'est cette légitimité que possède l'ancienne génération par rapport à la nouvelle, comme une hiérarchie implicite inscrite dans la temporalité, une polarité de l'héritage, comme s'il était admis que la transmission devait obligatoirement se faire de façon verticale et descendante, que les clés du savoir-être et du savoir-vivre étaient réservées aux anciens. On le retrouve également dans l'enseignement. Pendant plusieurs années, les téléphones portables étaient interdits pendant les cours. Et c'est mon père, ancien professeur agrégé de physique, qui m'a fait cette remarque. Il trouvait dommage de bannir les smartphones
alors qu'on a fait décoller la première fusée avec une technologie bien moins évoluée. Lorsque l'on voit avec quelle facilité nos enfants les manipulent pour les débloquer, rechercher leurs vidéos préférées, ils pourraient nous enseigner leur méthodologie pour maîtriser ces outils. Ce n'est pas tant la critique qui m'interpelle, car les goûts et les couleurs ne se discutent pas. La critique peut être constructive, préventive, et le décalage peut venir de notre désir et notre devoir de préserver les mœurs et les traditions face à cette effervescence qui émane de la société de consommation. Non, ce qui me chagrine, c'est le jugement. Et sa conséquence est sans équivoque, le clivage. Mais comment enrayer son mécanisme et pourquoi? Nous reprochons à nos enfants ce que nos aînés nous reprochaient, et ils reproduiront à leur tour le même schéma. Pourtant, nous sommes la génération de l'éveil identitaire, de l'éco-responsabilité, une génération connectée au monde qui s'informe, voyage, entreprend. La tradition n'empêche pas la modernité, autant que la maturité n'empêche pas la frivolité. La science n'exclut pas l'art. On peut être chanteuse de zouk et cancérologue. Je suis trentenaire et je suis précisément au carrefour des générations. Les enfants sont une source intarissable de créativité. Ils nous inspirent par leur spontanéité, leur curiosité, leur liberté d'expression, d'action, de pensée. Ursula K. Le Guin a dit, je cite, « L'adulte créateur est l'enfant qui a survécu. » Et certains domaines, tels que les startups ou la recherche, prennent l'innovation comme leitmotiv. Les hôpitaux universitaires sont de formidables laboratoires où l'on peut observer des interactions intergénérationnelles gagnantes. Imaginez le choc des titans lors de l'arrivée du numérique. On parle de e-santé, e-consultation. On aurait pu craindre à la fin de la relation médecin-malade. Pourtant, le numérique, l'intelligence artificielle nous font gagner un temps précieux. Et ce temps peut être réutilisé pour la clinique, la formation, la recherche. Le digital ne remplace pas la connaissance. Il l'optimise, à condition qu'il soit utilisé à bon escient. Les médecins seniors nous enseignent par leur expérience, leur intuition, leur approche transversale, et le compagnonnage est d'autant plus efficace et riche lorsqu'il est bilatéral et bienveillant. Prenons le Vidal, un dictionnaire de médicaments de près de 4000 pages. Il peut paraître préhistorique, mais il reste une source incroyable d'informations. Les anciennes générations sont comme le Vidal, une mine de savoir, mais éminemment lourd. Son arrière-petit-fils est maintenant accessible via un clic, n'importe où, n'importe quand. L'essence est la même, mais plus rapide, plus légère, s'actualise. Mais le bouillon dans tout ça, en quoi le bouillon hardcore pourrait-il être d'utilité publique? Vous avez la réponse? Qu'est-ce que notre jeunesse nous enseigne à part la banalisation du sexe? Nous avons franchi un cap dans l'autocensure, comme une fracture des tabous. Internet a ouvert les vannes de l'expression, de l'émancipation, de la dénonciation. Mais quel message y a-t-il de plus profond, hormis une simple envie de faire le buzz? Un cri? Une révolte? Une alerte? La population est vieillissante et les écarts se creusent. Et s'il nous enseignait que ce qui était tabou hier ne le serait peut-être plus demain, comme parler le créole à l'école? Et s'il était temps de rétablir le dialogue, deviendrait-il de futurs spécialistes de l'appareil reproducteur? Dans cette ère où l'on redéfinit les genres et les orientations, ô rage, ô désespoir, on enseigne l'éducation sexuelle à ma fille de 9 ans? Mais à quel moment précis la pudeur a-t-elle disparu?
Là, vous connaissez les paroles. Je veux vous entendre. Oh rage, oh désespoir, oh vieillesse ennemie. Oh oui, n'ai-je tant vécu que pour cette infamie? N'ai-je tant vécu que pour cette infamie?